Le 30 janvier 2022 a eu lieu le triste anniversaire des 50 ans du Bloody Sunday, un terrible massacre perpétré par l'armée britannique sur des manifestants pacifiques dans la ville de Derry, en Irlande du Nord. Bilan, 14 morts et 28 blessés, alors qu'aucun manifestant n'était armé. Cette tragédie a marqué les esprits des habitants d'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord est une province britannique, située, comme son nom l'indique, au nord de l'île d'Irlande. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, cette région a été le théâtre d'affrontements entre, si on veut simplifier, les catholiques irlandais et les protestants anglais. Cette période de troubles est connue sous le nom de conflit nord-irlandais. Mais quelles en sont les causes ? Quels sont les facteurs qui ont déclenché le conflit nord-irlandais ? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Pour commencer, un peu d'histoire. L'Irlande est une île située à l'ouest de la Grande-Bretagne, aux confins de l'Europe. Grande à peu près comme l'Autriche, l'Irlande est en quelque sorte le dernier lieu avant le Nouveau Monde. L'île est habitée dès 2000 avant Jésus-Christ par des tribus celtes. Elle est christianisée au 5e siècle par des missionnaires étrangers, dont le très célèbre Saint Patrick, qui est devenu le patron de l'Irlande et un symbole identitaire du peuple irlandais. C'est de là d'où vient la très connue fête de la Saint-Patrick, qui est beaucoup célébrée en Amérique du Nord dans la population d'origine irlandaise. Malgré cette christianisation, les Irlandais conservent des mœurs issues des croyances celtiques, en non-adéquation avec les règles catholiques. Par exemple, le fait que le clergé puisse se marier. C'est par ce prétexte du non-respect des règles catholiques que le roi anglo-normand Henri II va envahir l'Irlande en 1171. C'est le début des 8 siècles de la colonisation britannique. En réalité, au début, les Anglais ne s'attardent pas vraiment en Irlande. En effet, ils ne contrôlent qu'une toute petite partie de l'île et les nobles anglo-normands préfèrent se mêler aux coutumes et aux mœurs locales. Mais en 1541, le schisme d'Henri VIII change la donne. En effet, Henri VIII, à la suite d'un différend avec le pape, s'émancipe de celui-ci. Le royaume d'Angleterre devient alors anglican, une branche du protestantisme. Les catholiques présents dans le royaume d'Angleterre subissent des vagues de répression massives. Mais les Irlandais, eux, restent fidèles au pape, et les rois d'Angleterre n'apprécient pas le fait d'avoir des voisins catholiques. Ils craignent que l'Irlande devienne une base arrière pour leurs ennemis catholiques, comme la France ou l'Espagne. En 1647 alors, pendant une période de troubles en Angleterre, Oliver Cromwell, un militaire anglais, conquiert l'Irlande. L'île est soumise à la couronne britannique. Et en 1690, le roi protestant Guillaume III d'Orange-Nassau chasse définitivement le catholique Jacques II du trône d'Angleterre, ce qui aggrave la situation pour les catholiques. En effet, Guillaume III fait voter des lois anti-catholiques discriminatoires. Des colons protestants anglais s'installent en masse dans la région de l'Ulster, actuelle Irlande du Nord, et dépossèdent les Irlandais de leurs terres. Suite à une rébellion irlandaise ratée, inspirée de la Révolution française, la Grande-Bretagne signe l'acte d'union en 1801, ce qui fait de l'Irlande une province britannique, comme l'Écosse ou le Pays de Galles. De grands propriétaires anglais s'installent en Irlande et rachètent les plantations de fermiers irlandais. La pauvreté et le chômage s'accentuent, et au XIXe siècle, des millions d'Irlandais quittent leur pays pour aller vivre, pour la grande majorité, aux États-Unis. La grande famine irlandaise accélère encore plus cette émigration. De 1845 à 1851, les champs de patates sont ravagés par le mildiou, un parasite qui fait pourrir les pommes de terre. Les fermiers irlandais, qui ne cultivent presque exclusivement la pomme de terre, meurent de faim. Pendant ces 6 années de famine, ce sont presque 1 million de personnes qui périssent et 1 autre million qui émigrent. La population de l'île est réduite d'1/4. C'est une véritable catastrophe pour les Irlandais. On accuse les Anglais d'être les responsables de cette famine, car le Royaume-Uni n'a pas suffisamment agi pour sauver les Irlandais. En effet, le Royaume-Uni, État le plus riche et puissant du monde à l'époque, a beaucoup restreint son aide à la population irlandaise qui mourait de faim. Le nationalisme catholique irlandais s'éveille alors, et dès les années 1870, les nationalistes défendent l'idée du Home Rule, c'est-à-dire une autonomie limitée de l'Irlande, comme pour le Canada ou l'Australie. Mais le projet est systématiquement refusé par la Chambre des communes. Alors, en pleine Première Guerre mondiale, plus exactement le lundi de Pâques de l'année 1916, des milliers d'indépendantistes armés occupent des bâtiments de Dublin, dont la poste centrale. Le leader de l'insurrection proclame même l'indépendance de l'Irlande. Mais le résultat n'est pas celui escompté pour les insurgés, qui pensaient que la rébellion s'étendrait dans toute l'Irlande.
Or, les Irlandais considèrent les insurgés comme des traîtres, étant donné que ces derniers ont acheté des armes à l'Allemagne, alors en guerre contre l'Angleterre. Peu de personnes participent donc à l'insurrection. En panique, le Royaume-Uni renvoie du front 20 000 soldats pour mater la révolte. La répression est si violente que les Irlandais changent radicalement d'opinion, et en 1919, l'IRA, l'Irish Republican Army, abat 2 policiers, ce qui entraîne une guerre contre l'IRA et l'armée britannique. Des incidents ont lieu sur toute l'île. L'IRA harcèle l'armée britannique et mène une stratégie de guérilla. Au bout de 2 ans de conflit, le traité anglo-irlandais est signé en 1921, ce qui divise l'île en 2 avec l'Irlande du Nord, qui choisit de rester dans le Royaume-Uni, et l'Irlande du Sud, qui devient l'État libre d'Irlande. Éclate ensuite une guerre civile dans le nouveau pays entre ceux qui sont favorables au traité anglo-irlandais et ceux qui souhaitent que l'Irlande soit réunifiée. L'État libre d'Irlande gagne la guerre civile au prix de 4000 victimes et l'Irlande du Nord reste sous domination du Royaume-Uni. Ce qui a le don d'agacer les nationalistes irlandais qui souhaitent voir une Irlande réunifiée sous un même drapeau. Nous sommes alors dans les années 1960 en Irlande du Nord. Les catholiques et les protestants ne se mélangent pas. Chacun reste dans son quartier. La communauté catholique, plutôt pauvre et minoritaire, est exposée à diverses forces de ségrégation et de discrimination. Il y a une grosse discrimination à l'embauche par exemple. Le droit de vote est lui aussi très inégalitaire. En effet, les plus riches, qui sont surtout protestants, peuvent voter plusieurs fois. Les catholiques ne sont donc pas représentés au Parlement d'Irlande du Nord. Ce sont les loyalistes qui sont au pouvoir en Irlande du Nord, ceux qui veulent que l'Irlande du Nord reste rattachée au Royaume-Uni. Les loyalistes s'opposent catégoriquement aux nationalistes irlandais. Les plus extrémistes forment même des groupes paramilitaires pour lutter contre la menace catholique, comme l'UVF, l'Ulster Volunteer Force, ou l'Ordre d'Orange, créé en l'honneur de Guillaume III d'Orange-Nassau, le roi protestant dont on a parlé tout à l'heure. Naît alors dans les années 60 un mouvement pacifique pour les droits civiques en Irlande du Nord, inspiré du mouvement de Martin Luther King. Les répressions contre les manifestants sont violentes. Le 12 août 1969 à Derry, des orangistes, de l'Ordre d'Orange, provoquent les catholiques en défilant dans leur quartier, ce qui donne lieu à une série d'émeutes. C'est à partir de ce moment-là que l'armée britannique va intervenir dans la région. Dès 1969, des murs sont construits pour délimiter les quartiers protestants et catholiques et pour éviter les débordements. Ces murs, parfois hauts de 5 mètres, sont appelés les murs de la paix, et certains sont encore visibles aujourd'hui. Généralement, ils sont couverts de fresques murales et sont donc devenus des lieux assez touristiques. 3 ans plus tard a lieu le fameux Bloody Sunday dont on a parlé en début de vidéo. En réaction, l'IRA se reforme sous divers noms. L'organisation réplique alors par le Bloody Friday, attentat dans lequel 22 bombes explosent, provoquant la mort de 16 protestants. La situation se tend, et chaque jour, des attentats à la bombe ou des fusillades sont revendiqués par les 2 camps. Le conflit est très meurtrier. Les membres de l'IRA qui sont attrapés finissent dans la prison de Maze, entassés dans des cellules que l'on nomme les blocs H. Mais malgré qu'ils soient derrière les barreaux, les rebelles n'abandonnent pas le combat. Un prisonnier en particulier a marqué ce conflit par ses actions protestataires. Il s'agit de Bobby Sands. Cet homme, né en 1954, rejoint l'IRA après le Bloody Sunday. Il est d'abord arrêté et condamné à 4 ans de prison pour possession d'armes à feu, puis il est libéré, puis il est réarrêté pour la même raison et condamné cette fois-ci à 14 ans de prison. Pendant son incarcération, il apprend l'irlandais et écrit des poèmes et des textes politiques. En 1976, le Parlement britannique supprime le statut de prisonnier politique pour les membres de l'IRA. Bobby Sands n'est alors pas reconnu comme un prisonnier politique, et en réaction, il mène une série de protestations. Déjà, il refuse de porter des vêtements de prisonnier, et il se vêt d'une simple couverture pour se protéger du froid. C'est là Blanquette proteste. Ensuite, Bobby Sands refuse de sortir de sa cellule et de se laver. Il va même, avec ses compagnons, étaler ses excréments sur le mur de sa cellule, oui, c'est un peu spécial. C'est là Dirty proteste. Après cela, il proteste encore une fois en entamant une grève de la faim avec 9 autres prisonniers. Pendant cette grève de la faim, il est élu député à la Chambre des communes alors qu'il est encore en prison. Si la population vote pour lui, c'est pour faire pression sur la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, pour qu'elle cède aux demandes de Bobby Sands. Cependant, Margaret Thatcher reste complètement inflexible face à l'élection de Bobby Sands et elle n'agit pas.
Selon ses propres dires, Crime is crime is crime. It is not political, it is crime. Surtout que la première ministre a elle-même échappé de justesse à un attentat à la bombe de l'IRA. Et le 5 mai 1981, après près de 66 jours sans s'alimenter, Bobby Sands s'éteint à l'âge de 27 ans. L'émotion est très vive dans le pays. 100 000 personnes sont présentes à ses funérailles. Bobby Sands et ses 9 autres compagnons meurent en martyrs pour la population irlandaise. Par ailleurs, Margaret Thatcher déclare à la Chambre des communes au sujet de sa mort « Monsieur Sands était un délinquant condamné. Il a fait le choix de s'enlever la vie. C'est un choix que l'organisation à laquelle il appartenait n'a pas laissé à beaucoup de ses victimes. » Jusqu'en 1990, la Dame de Fer refuse tout compromis avec l'IRA. Ce n'est qu'à partir de son remplacement par Tony Blair qu'un processus de paix s'enclenche, après 30 ans de combats réguliers. En 1998, Tony Blair propose l'accord du Vendredi Saint. Cet arrangement concède une plus grande autonomie à l'Irlande du Nord, avec un parlement plus libre, ainsi que la libération de centaines de prisonniers membres de l'IRA et d'autres organisations pro-irlandaises. L'armée britannique se retire de la province. Aujourd'hui, même si la séparation dans les ghettos de Belfast ou d'autres villes est encore forte, la plupart des habitants cohabitent calmement entre eux. Mais le sujet du Brexit a remis le feu aux poudres en Irlande du Nord. En effet, avant que le Royaume-Uni vote pour sortir de l'Union européenne, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande était quasi inexistante. 30 000 personnes par jour allaient et venaient de part et d'autre de la frontière. Mais en 2016, le Royaume-Uni vote à 51,9% pour sortir de l'Union européenne. Et les Nord-Irlandais craignent que le gouvernement britannique décide de fermer la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Cependant, un accord est trouvé et l'Irlande du Nord bénéficie d'un statut un peu spécial, en étant à la fois intégrée dans le marché commun de l'Union européenne et en même temps pas vraiment. La frontière physique entre les deux pays est maintenue ouverte. Désormais, les habitants d'Irlande du Nord inspirent au calme, et la grande majorité d'entre eux ne souhaitent simplement que la paix, même si l'on peut observer de temps en temps quelques événements qui ravivent une tension anglo-irlandaise. Concernant le rattachement de l'Irlande du Nord à la République d'Irlande, on peut penser qu'il y aura une intégration progressive de celle-ci d'ici les prochaines années. Déjà maintenant, on peut considérer que les deux Irlandes sont déjà réunifiées de par leurs similitudes et l'absence de frontières. L'Irlande du Nord et la République d'Irlande font partie d'un tout que l'on appelle dans la langue gaélique Éire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré l'écrire. Je me suis rendu en Irlande il y a quelques semaines et j'ai adoré. C'est franchement un très beau pays. Si vous avez l'occasion de le visiter, foncez. Et la campagne irlandaise, franchement, c'est magnifique. Je vous fais défiler quelques photos que j'ai prises. J'ai été au Cliff of Moher. J'ai été aussi au Giant Causeway, donc ça c'est en Irlande du Nord. C'est magnifique, enfin franchement, foncez, c'est excellent, c'est trop bien. Alors en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et commentez-la. Hein, si vous voulez me faire part des défauts de la vidéo ou même de ses qualités, hein, faites-le. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!